Les affirmations et opinions présentées dans ce documentaire n'engagent que son auteur et ne sont nullement représentatifs du discours officiel sur ce sujet. Depuis près de 2500 ans, les hommes se transmettent le récit d'une civilisation antique extrêmement avancée, qui aurait conquis le monde entier avant de disparaître soudainement dans un cataclysme meurtrier. On ne compte plus aujourd'hui les œuvres littéraires traitant de la légendaire Atlantide, mais les plus célèbres récits de cette histoire sont certainement ceux du philosophe grec Platon, qui le mentionne et décrit précisément les caractéristiques de cette civilisation dans ses ouvrages, le Timée et le Critias. Dans ses œuvres littéraires, l'illustre Platon nous fait part d'un monde surprenant, vivant il y a plus de 8000 ans sur une île-continent au centre des océans. Ces terres abritent une cité magistrale et magnifique nommée Atlantide, où réside le peuple des Atlantes. Le philosophe grec, reconnu de par le monde pour ses travaux et ses écrits, dévoile avec une impressionnante précision les détails de cette civilisation antique disparue. L'Atlantide est décrite comme le joyau de la civilisation humaine. Les Atlantes, qui peuplent cette île, symbole de l'intellect et de la puissance des hommes, sont les maîtres du monde. Ils maîtrisent la navigation comme personne ne l'a fait avant eux, et ont littéralement conquis les mers de la planète. Les Atlantes pratiquent le commerce avec les peuples de tous les continents et possèdent une armée pouvant faire trembler les plus grands souverains du monde. D'après les dires de Platon, l'Atlantide est sans conteste la plus grande puissance militaire existante. Ses rangs sont légions, ses hommes sont entraînés et armés avec le matériel le plus en pointe de l'époque. Personne dans le monde connu n'oserait défier les Atlantes et leur puissance militaire. Mais les récits de l'Atlantide ne font pas uniquement mention de la puissante force guerrière de cette civilisation insulaire. Les nombreux textes de Platon décrivent également toute la splendeur et la richesse de leur culture. L'architecture majestueuse de la ville de l'Atlantide, les diverses cultures maraîchères et fruitières, les élevages d'animaux, la géographie de l'île et le culte spirituel des Atlantes sont également mis à l'honneur. On apprend ainsi dans les œuvres du philosophe grec que la cité de l'Atlantide est une ville fortifiée circulaire, possédant 3 enceintes distinctes entrelacées de larges canaux. D'immenses zones agricoles sont dédiées à l'agriculture et à l'élevage, offrant aux Atlantes la sécurité d'une nourriture abondante. Ces terres y sont fertiles et les récoltes semestrielles, jusqu'à 2 récoltes par an. La ville regorge de canaux et de voies d'accès fluviales, permettant aux Atlantes de circuler aisément dans la cité. Les nombreux navires, marchands et militaires, traversent ainsi sans encombre la majestueuse ville de l'Atlantide. Le cœur de cette cité concentrique est décrite par Platon comme le centre administratif de cette civilisation. On y retrouve des casernes militaires, un hippodrome, des bâtiments administratifs et des temples dédiés au dieu Poséidon, créateur et protecteur de la cité. Pour une civilisation apportant autant d'importance aux mers et aux océans, il est totalement logique que le culte spirituel des Atlantes se tourne vers le dieu des mers. Poséidon est ainsi représenté en permanence dans les murs de la cité. Le cœur de l'Atlantide abrite de ce fait un temple colossal où réside la plus imposante statue jamais construite en l'honneur du dieu grec Poséidon. Mais les Atlantes vouent également une admiration à d'autres formes de vie. Cette civilisation, au même titre que de nombreux autres de par le monde, démontre une importance particulière pour 3 espèces animales. Platon nous dévoile ainsi que les éléphants, les taureaux et les chevaux font partie des animaux que les Atlantes portent en très haute estime. De nombreux rituels sont ainsi tournés vers ces animaux, comme la chasse aux taureaux sauvages. D'après les œuvres de Platon, la civilisation atlante est donc extrêmement avancée de par sa puissance militaire, sa maîtrise mondiale de la navigation, sa richesse, son architecture, son fonctionnement social et ses connaissances générales du monde. Cette civilisation idyllique ne prospéra toutefois pas éternellement, puisque la fin tragique de l'Atlantide donne naissance à sa légende.
Platon nous décrit la disparition brutale de cette civilisation dans un cataclysme total et violent, entraînant la disparition même de l'île de l'Atlantide. En un jour et une nuit, dans un tourment infernal, dans le feu, la lave et la tempête, l'Atlantide fut ensevelie et disparut à jamais, entraînant la destruction de la civilisation et de la culture atlante. Toutefois, si l'on se rapporte aux dates mentionnées par le philosophe grec, il est impossible que Platon ait personnellement connu l'Atlantide. En effet, cette civilisation était déjà antique pour Platon, puisqu'il la décrit comme vieille de plusieurs milliers d'années. On peut donc se demander d'où le philosophe grec tient ces informations, et s'il ne s'agit pas simplement de fabulations ou de récits imaginaires. Mais les œuvres qu'il nous a laissées mentionnent ces sources. Lors d'un voyage en Égypte, Platon aurait reçu toutes ces indications sur l'Atlantide de la part de prêtres égyptiens. Les innombrables détails sur la cité antique, le mode de vie des Atlantes et même les mesures exactes de l'architecture de l'Atlantide lui auraient ainsi été transmises par les détenteurs du savoir égyptien. Cela fait maintenant des siècles, voire des millénaires, que les hommes recherchent les vestiges perdus de l'Atlantide. Si une telle civilisation a bel et bien existé, nous devrions pouvoir en retrouver des traces. Il serait impossible de quantifier les personnes qui ont parcouru le monde à la recherche de l'Atlantide au fil du temps. Les théories sur sa localisation sont aussi nombreuses qu'il y a de personnes pour la chercher. Toutefois, nous pouvons distinguer 3 zones géographiques sur la planète où les suspicions portées semblent crédibles. L'île méditerranéenne de Santorin, partiellement détruite par une éruption volcanique. L'île germanique d'Helgoland, en mer du Nord. Et l'archipel de Bimini dans l'océan Atlantique au large de la Floride. Examinons plus précisément ces 3 lieux de la planète susceptibles d'abriter les restes de l'Atlantide. La description de l'Atlantide par Platon comporte certains critères précis parmi lesquels une île-continent de grande taille, une île située au-delà des piliers d'Hercule, généralement admis comme étant le détroit de Gibraltar, séparant l'Espagne du Maroc. Une cité construite avec des pierres de couleur noire, rouge et blanche extraites sur place. De nombreuses représentations d'animaux sacrés, tels que les chevaux, les taureaux ou les éléphants. Et une disparition brutale et soudaine. L'île de Santorin, située en Méditerranée, est une petite île volcanique de 76 km². Mais l'apparence de Santorin ne fut pas toujours telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il y a 3600 ans, cette île était une terre pleine, possédant en son centre le foyer d'un volcan. Une terrible éruption volcanique eut lieu en 1600 avant Jésus-Christ, détruisant en partie l'île et immergeant le centre des terres, lui donnant son aspect actuel. Cette catastrophe pourrait correspondre à la destruction de l'Atlantide telle que décrite par Platon. Les vestiges antiques de cette île démontrent que ses habitants vouaient une admiration particulière pour les taureaux, tout comme les Atlantes. Mais la géolocalisation de ce lieu ne correspond pas aux descriptions du philosophe grec. En effet, même si la mer Méditerranée peut être considérée comme l'océan antique, berceau des civilisations méditerranéennes, Platon désigne l'emplacement de l'Atlantide comme situé après les piliers d'Hercule, et non au cœur de la Méditerranée. De plus, même si l'île de Santorin se trouve dans l'archipel grec, et qu'il s'agit par conséquent d'une civilisation insulaire, sa modeste taille ne peut lui conférer le statut d'île-continent. Il est donc très peu probable que Santorin soit les vestiges de l'Atlantide. Helgoland est une petite île de la mer du Nord, située à quelques kilomètres des côtes germaniques, dont le nom signifie les terres sacrées. Cette petite bande de terre possède des caractéristiques identiques à celles de l'Atlantide décrites par Platon. Premièrement, les recherches menées sur ce lieu démontrent que les civilisations qui ont élu domicile dans l'Antiquité possédaient une grande connaissance de la navigation et des mers. Deuxièmement, Helgoland possède une caractéristique géologique quasiment unique sur toutes les îles de la planète. Les roches de cette terre ont en effet la particularité d'être de plusieurs natures différentes, et en particulier de couleurs rouge, noire et blanche. Toutefois, si la position géographique d'Helgoland en mer du Nord la place, du point de vue de la Grèce, au-delà des piliers d'Hercule, la modeste taille de cette île ne peut lui conférer le titre d'île-continent. De plus, aucun vestige de cité ne fut retrouvé en ces lieux, et aucune représentation d'animaux sacrés.
Il est donc peu probable que l'île d'Helgoland soit les vestiges de la cité de l'Atlantide. L'archipel de Bimini se trouve à quelques kilomètres des côtes de Floride, dans l'océan Atlantique. Découvert à la fin des années 60 par l'archéologue Landon Valentine, de nombreux vestiges immergés témoignent de constructions architecturales antiques. En effet, à quelques mètres sous la surface se trouvent des routes, des voies d'accès et les restes d'un port maritime d'une taille impressionnante. La précision de ces constructions et les techniques employées témoignent d'une grande maîtrise de construction et d'une architecture travaillée. Sa position géographique, placée dans l'océan Atlantique, le place bien au-delà des piliers d'Hercule, dans l'axe même de la Méditerranée. Toutefois, même si les restes de ces constructions maritimes immergées sont réalisés avec des pierres blanches, aucune autre structure, comme des temples, des casernes ou des habitations, et aucune représentation sacrée d'animal ne fut découverte. De plus, la petite taille de cet archipel ne peut lui permettre d'accéder au titre d'île-continent. Encore une fois, il est donc peu probable que l'archipel de Bimini soit le témoignage de la civilisation atlante. Ces trois sites possèdent tous des points communs avec les descriptions que Platon a faites de l'Atlantide. Mais au même titre que beaucoup d'autres, aucun ne réunit l'ensemble des caractéristiques mentionnées. Les œuvres littéraires de Platon nous délivrent de nombreux détails sur la cité antique de l'Atlantide. Des mesures précises et des descriptions extrêmement détaillées peuvent nous permettre de faire une reconstitution de la légendaire ville disparue. Toutefois, les élans poétiques et philosophiques du célèbre Platon peuvent modifier la perception générale de la cité. Nous allons tenter de recréer l'Atlantide telle que décrite techniquement par Platon, depuis les discours des prêtres égyptiens. La ville de l'Atlantide fut construite autour d'une colline circulaire de 550 mètres de diamètre. Un premier canal de 190 mètres de large entoure le centre de la cité. Une bande de terre circulaire de 190 mètres succède à la première zone d'eau. Un second canal de 380 mètres de large entoure ensuite la première bande de terre, autour de laquelle une seconde bande de terre large de 380 mètres vient se placer. Pour finir, un immense canal circulaire de 500 mètres de large vient entourer l'ensemble. De larges canaux viennent ensuite traverser la ville depuis son centre jusqu'à ses extrémités. La cité de l'Atlantide est donc une ville formée de 3 anneaux concentriques séparés par de larges canaux. Sur la colline formant le centre de la cité de l'Atlantide fut construit un temple en l'honneur de Poséidon, un palais royal, un hippodrome et des casernes militaires. La première bande de terre entourant le centre de la ville est dédiée aux jardins royaux et au bien-être des habitants, avec notamment des bains publics, certains couverts pour les saisons hivernales, d'autres à ciel ouvert pour les saisons estivales. On y retrouve également la présence d'animaux sacrés comme les éléphants et les taureaux. La seconde bande de terre, la plus large, est quant à elle dédiée aux habitations. Il s'agit d'une succession de maisons adossées les unes aux autres, formant le corps de résidence des Atlantes. La cité de l'Atlantide est située dans une plaine fertile de 600 km de large sur 400 km de long, bordant la mer. Une chaîne de montagnes placée au nord la protège des vents nordiques et lui confère un climat doux et agréable. Un chenal de plus de 9 km de long sur 90 mètres de large relie la côte à la première enceinte aquatique de la ville. Un gigantesque canal de plus de 400 km de long sur 200 mètres de large entoure la ville au cœur de la plaine, récupérant les eaux descendant des montagnes et reliant par ses deux extrémités le chenal séparant la ville de la mer. Pour finir, une multitude de petits canaux, répartis tous les 2 km, traversent la plaine agricole entre la ville et le canal extérieur, servant à l'irrigation et au transport de marchandises. Si l'Atlantide et la civilisation des Atlantes a bel et bien existé, reste-t-il des preuves de leur influence supposée sur le reste du monde ? Platon décrit les habitants de l'Atlantide comme un peuple ayant conquis la planète par la voie des mers, maîtrisant la navigation et ses instruments comme personne avant eux, et commerçant avec l'ensemble du globe. Si les dires du philosophe grec sont exacts, nous devrions pouvoir trouver des preuves de ces contacts et de ces échanges entre les différentes civilisations de la planète. En y regardant de plus près,
Certaines découvertes réalisées au cours de l'histoire moderne sont particulièrement troublantes. Nous allons nous pencher sur 3 points précis qui ne trouvent d'autres explications que celle de la présence des Atlantes sur l'ensemble du globe. Premièrement, la présence en Amérique du Sud de représentations antiques d'éléphants auprès des peuples locaux. Deuxièmement, la présence dans les momies égyptiennes de cocaïne et de nicotine. Et enfin, troisièmement, l'existence de cartes antiques montrant précisément l'hémisphère sud, et en particulier le sud de l'Amérique latine et les côtes non gelées de l'Antarctique. L'éléphant est un animal endémique de l'Afrique et de l'Asie. Si sa présence put être démontrée dans certaines cultures moyen-orientales et méditerranéennes, ceci est dû à la proximité de ces lieux avec les continents d'origine de ces animaux. De sources scientifiques officielles, aucun pachyderme n'a posé la patte en Amérique du Sud, les océans Atlantique et Pacifique séparant sur de trop longues distances les différentes terres. Toutefois, de nombreuses représentations mayas, datant de plusieurs millénaires, montrent clairement des éléphants au sein même de la culture locale. Ces gravures et sculptures antiques, propres au style de cette civilisation sud-américaine, ne témoignent pas seulement de la connaissance de ces animaux, mais bien d'un contact physique avec eux. Certains détracteurs ont tenté d'expliquer ces représentations graphiques par une mauvaise interprétation de l'animal. D'après eux, il ne s'agirait nullement d'éléphants, mais d'ibis, un oiseau présent dans ces régions du globe. La trompe serait en réalité, d'après eux, le bec de cet animal. Cette explication pourrait convaincre les plus perplexes, si de nombreuses gravures antiques ne montraient pas des humains sur le dos de ces animaux. L'échelle de proportion de ces créatures démontre bien leur taille imposante. Les ibis, bien que présents en Amérique du Sud depuis des centaines de milliers d'années, ne peuvent bien évidemment pas supporter des humains. Il semble donc évident que ces représentations antiques désignent des éléphants, pourtant inexistants sur ce continent. Nous ne possédons aucune preuve que les peuples antiques d'Amérique aient eu des contacts avec les continents africains ou asiatiques. Dès lors, la théorie du contact par les Atlantes entre les différentes civilisations et les différents lieux de la planète prend toute sa valeur. En Égypte, la découverte des momies antiques et l'analyse poussée de leur composition nous a dévoilé plus de mystères que de réponses. Lors de certaines recherches sur la composition chimique de ces vestiges, des résultats troublants furent trouvés. Dans de nombreux restes momifiés datant de l'Égypte antique des pharaons, la présence de cocaïne et de nicotine fut avérée. Ces 2 molécules végétales sont issues de plantes non présentes en Afrique, mais endémiques de l'Amérique latine. Autre point commun des plus étonnants, découvert par Irina Balabanova de l'université d'Ulm, de nombreuses momies égyptiennes contiennent de la cocaïne et de la nicotine, des substances de plantes indigènes d'Amérique du Sud. J'ai reçu une série de lettres d'insultes, presque de menaces. En résumé, elles disaient que mes découvertes étaient des inepties, de pures inventions, que c'était totalement impossible parce qu'il était prouvé qu'avant Christophe Colomb, ces plantes n'existaient qu'en Amérique et nulle part ailleurs dans le monde. Mais l'expérience est répétée sur des centaines de momies et se révèle incontestable. À une époque reculée, des voyageurs auraient-ils donc traversé l'océan et laissé leur empreinte des 2 côtés de l'Atlantique ? Encore une fois, aucune preuve de l'expansion de l'Empire égyptien hors de l'Europe, l'Afrique ou l'Asie ne fut trouvée. Comment expliquer dès lors la présence de ces plantes provenant de l'autre côté de la planète et d'un continent encore inconnu à cette époque? La présence des Atlantes sur l'ensemble du globe et leurs nombreux échanges avec les diverses civilisations de la planète peut apporter une réponse. Depuis plus de 300 ans, de mystérieuses cartes maritimes intriguent les chercheurs. Dénommées cartes de Piri Reis, en rapport avec l'amiral turc qui en a pris possession à la fin du XVIIIe siècle, ces cartes présentent de nombreuses particularités géographiques et temporelles. Certains de ces documents montrent avec une extrême précision les continents de l'hémisphère sud, et en particulier le sud de l'Amérique latine et le nord de l'Antarctique. Ces cartes ne datent pas de l'époque de Piri Reis, mais sont bien plus anciennes. Il s'agit en réalité de copies de cartes remontant à plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires.
Les cartes antiques démontrent une connaissance de la planète qu'on n'a jamais pu expliquer. Tout au long du XXe siècle, une énigme va intriguer les scientifiques. C'est celle de la carte tracée en 1513 par l'amiral turc Piri Reis, qui représente des parties du monde supposées inconnues à son époque. Christophe Colomb n'a exploré que les Caraïbes. Il n'a pas exploré la pointe de l'Amérique du Sud qui débouche sur l'Antarctique, loin s'en faut. Pourtant, ces cartes représentent toute cette partie du globe de manière très précise. Et ce, bien avant que Colomb et les autres explorateurs européens ne s'y rendent. Cette carte, qui date de plusieurs siècles, indique la conformation exacte de la terre de la Reine Maude, qui est aujourd'hui ensevelie sous une couche de glace de près d'1 kilomètre d'épaisseur. Or, nous-mêmes, nous ne connaissons cette conformation que depuis 1949. C'est un vrai mystère. Les cartographes ont longtemps cogité sur l'étrange projection utilisée dans ces cartes. Elle s'apparente à celle employée dans les sous-marins nucléaires modernes qui calculent le monde en fonction de leur éloignement par rapport à un point de départ. Dans le cas présent, ce point est Syène, l'actuelle ville égyptienne d'Assouan, foyer des cartographes de l'Antiquité. La carte semble déformée, mais ce n'est qu'une apparence. Elle fournit en fait une image précise de cette région de la planète. Mais ce n'est pas tout. À mon sens, la principale caractéristique de la carte de Piri Reis est qu'elle indique la longitude. Les Européens n'ont pas su faire ça avant le XVIIIe siècle. Or, cette carte date du XVIe. Les cartes de Piri Reis sont donc un mystère antique, qui nous apprend toutefois que des hommes ont connu le nord du continent antarctique dénué de glace, et que leur connaissance de la navigation était suffisamment avancée pour cartographier ces côtes avec une précision et des outils impressionnants de minutie. Voici autant de qualités que nul autre que les Atlantes n'a revendiquées, ce qui, compte tenu de l'ingéniosité et de la prouesse de ces réalisations, reste très troublant. Le mystère de l'Atlantide reste entier. Personne n'a officiellement à ce jour découvert les vestiges de la légendaire cité engloutie. Si de nombreuses personnes, à travers le monde, défendent la véracité des textes de Platon, il y en a autant qui affirment que l'utopie atlante n'est rien d'autre que les fantasmes philosophiques d'un célèbre grec. Les arguments de ces détracteurs sont toutefois fort intéressants et tentent à démontrer que les récits de Platon ne sont en réalité que des témoignages masqués des conflits géopolitiques de l'époque. Pour comprendre cette vision des choses, il faut se replonger dans le contexte de l'époque. Nous sommes en 400 avant Jésus-Christ, et le philosophe Platon vit à Athènes, en Grèce. La civilisation grecque de l'époque défend ardemment les valeurs qui lui sont chères, telles que la démocratie et la libre pensée. Mais le monde de l'époque est hostile, et de nombreux peuples sont voués au conflit et à la conquête par la force. Tandis que la Grèce et l'Égypte défendent vaillamment leurs terres, l'Empire perse tente d'étendre son emprise jusqu'en Europe. Les soldats grecs parviennent à stopper les élans conquérants de la terrible armée du roi Xerxès. Dans le même temps, des hordes de barbares affluent des contrées du nord de l'Europe et déclenchent de violents conflits avec les diverses cités méditerranéennes. Dans cette situation géopolitique particulièrement instable, il est fort possible que le philosophe Platon ait créé l'utopie atlante pour décrire la montée en puissance de l'Empire perse, avançant inexorablement vers les frontières grecques. L'un des récits de Platon décrit la défaite de l'armée atlante face aux soldats égyptiens, ce qui heurte la crédulité, tant la force et la supériorité militaire des habitants de l'Atlantide fut auparavant démontrée. Toutefois, le philosophe grec a assisté à son époque à la défaite des Perses aux frontières égyptiennes. Tout comme l'écrivain français Jean de La Fontaine put écrire à son époque des fables à propos de son roi, en le désignant comme le lion par exemple, Platon put tout à fait détourner les attaques de l'armée perse de Xerxès en l'assimilant à une utopique civilisation atlante. Mais hormis ce contexte guerrier, trop peu de choses peuvent être assimilées au mouvement militaire des différentes civilisations de cette époque. De plus, si cette théorie explique le côté poétique et romanesque de la civilisation atlante, elle n'explique en rien les découvertes matérielles réalisées au cours de l'histoire, comme les gravures d'éléphants en Amérique du Sud, la présence de cocaïne et de nicotine dans les momies égyptiennes, ou les cartes antiques de l'Antarctique non gelée. L'Atlantide est-elle une simple utopie idyllique d'un esprit philosophe grec,
ou le témoignage antique d'une civilisation ayant réellement existé? La science moderne peut peut-être nous aider à trouver la réponse. Les récits de Platon stipulent clairement que l'île de l'Atlantide fut détruite et disparut sous les eaux lors d'un terrible cataclysme. Dès lors, les défenseurs de cette vision des choses ont cherché les traces de cette cité antique au fond des mers du globe. À la fin des années 90, les océanographes ont cartographié l'ensemble des fonds marins de la planète. Le verdict fut cruel, puisque aucune trace d'une île-continent abritant une cité antique ne fut découverte. Dès lors, les partisans de l'inexistence de l'Atlantide purent s'appuyer sur les recherches scientifiques modernes pour étayer leur point de vue. Mais une théorie reste toutefois valable et expliquerait bien des faits troublants concernant le mythe de l'Atlantide. Les cartes antiques de Piri Reis ne montrent pas seulement les côtes non gelées du continent antarctique. La précision de ces documents nous renseigne également sur la présence de fleuves que les études satellites récentes ont avérées. Ces cartes nous enseignent également que ce continent, d'après ces représentations, était peuplé et abritait des villes ainsi que des zones agricoles et d'élevage. Examinons les caractéristiques de l'Antarctique pour les comparer aux descriptions de Platon. L'Antarctique est aujourd'hui un continent gelé, d'une superficie de 14 millions de kilomètres carrés, aussi grand que l'Europe, l'Inde et le Groenland réunis, ce qui peut sans souci lui conférer le titre d'île-continent. Il est situé à l'extrême sud de la planète et est éloigné de tout autre continent, que ce soit l'Amérique du Sud, l'Afrique ou l'Océanie, par la mer et est entouré par les océans Atlantique, Pacifique et Indien. De ce fait, le continent antarctique est littéralement au centre des océans de la planète. Du point de vue d'un Grec se trouvant en Méditerranée, l'Antarctique se situe bien au-delà des piliers d'Hercule, communément admis comme étant le détroit de Gibraltar. Toutefois, Platon ne désigne jamais clairement ce détroit comme étant les fameux piliers du fils de Zeus. Si l'on prend une carte du monde moderne, et qu'on la considère non pas du point de vue réduit des connaissances de l'Antiquité, mais d'un point de vue général, on constate que le continent antarctique, et en particulier les terres de la Reine Maude représentées sur les cartes de Piri Reis, se situent non seulement au sud de l'océan Atlantique, mais également entre les pointes des continents africains et sud-américains. Cette représentation, d'un point de vue total, peut parfaitement correspondre avec la dénomination platonicienne plaçant l'Atlantide après les piliers d'Hercule, lesquels ne seraient nullement le détroit de Gibraltar, mais les côtes sud des continents africains et sud-américains. Les études récentes démontrent que les côtes du continent antarctique, si elles n'étaient pas prisonnières d'épaisses couches de glace, seraient constituées de multiples îles, formant un archipel bordant les côtes du continent. La description de Platon d'une nation insulaire correspond donc parfaitement. Concernant la couleur des roches utilisées pour construire la cité de l'Atlantide et qui ont été extraites directement de l'île, on peut supposer que compte tenu de la superficie du continent antarctique, si seulement un tiers de sa surface n'était pas recouverte de glace, on pourrait aisément y trouver des pierres rouges, noires et blanches pouvant servir à la construction d'une ville. Tout semble donc correspondre avec les descriptions de Platon. Mais comment expliquer que ce continent aujourd'hui recouvert de glace ait pu abriter il y a seulement quelques milliers d'années une civilisation prospère? La réponse tient peut-être dans une théorie de plus en plus probable. Selon certaines recherches scientifiques menées ces dernières décennies, la fin de la dernière ère glaciaire, survenue il y a environ 10 000 ans, aurait pu être le témoin d'une catastrophe planétaire majeure. Un basculement de l'écorce terrestre. Le physicien le plus célèbre, Albert Einstein, avait à la fin de sa carrière commencé à étudier cette nouvelle théorie. D'après cette possibilité, il y a environ 10 000 ans, l'emplacement des pôles magnétiques de la Terre était légèrement différent de ceux que nous connaissons aujourd'hui. Le pôle Nord était décalé de quelques milliers de kilomètres en direction du nord de l'Amérique, dans l'actuel Canada. Le pôle Sud, par opposition, était donc éloigné de quelques milliers de kilomètres en direction du Pacifique. Ce positionnement des pôles magnétiques permettait à une grande partie du continent antarctique d'être libre de l'emprise des glaces, et même de bénéficier d'un climat tempéré sur toute la partie nord-ouest du continent.
L'une des meilleures hypothèses avancées est celle de l'Américain Charles Hapgood. Il parle d'un déplacement de l'écorce terrestre. Selon lui, l'écorce de toute la planète aurait glissé subitement. L'écorce terrestre ne représente que 0,3% de la masse totale de la planète. Mais elle peut glisser, comme l'écorce d'une orange si elle n'était pas solidaire de la chair. L'écorce terrestre, plus fine qu'une coquille d'œuf, repose sur un magma liquide en fusion. En la matière, la théorie dominante est celle de la tectonique des plaques, c'est-à-dire la lente dérive des continents sur des centaines de millions d'années. Les scientifiques ont commencé par rejeter cette théorie pendant plus de 50 ans. Aujourd'hui, ils refusent de croire que l'écorce terrestre puisse glisser subitement d'un seul bloc. L'hypothèse du déplacement de l'écorce terrestre a toutefois fasciné un grand chercheur. S'il avait vécu plus longtemps, on aurait donné plus de crédit à cette thèse. Le nom de ce scientifique, Albert Einstein. Il a dit en résumé, quand je suis tombé sur les travaux de Hapgood, j'ai été comme électrifié. C'est une idée simple, mais qui pourrait expliquer toute une série de problèmes. Selon cette théorie, le réchauffement climatique de la fin de l'ère glaciaire provoqua la rupture d'une immense quantité de glace sur les côtes sud-est de l'Antarctique. La masse colossale libérée dans les océans provoqua une oscillation et un déplacement de la croûte terrestre, modifiant le positionnement de l'axe géographique des pôles magnétiques et plongeant de nouvelles régions dans un froid soudain et intense. Les terres du nord-ouest de l'Antarctique se trouvèrent alors soudainement pris au piège du froid polaire, ensevelies sous une couche de neige et de glace de plusieurs centaines de mètres. Le basculement de l'écorce terrestre aurait également eu pour conséquence de provoquer de gigantesques séismes, éruptions volcaniques et raz-de-marée, tels que décrits par Platon lors de la disparition de l'Atlantide. Si cette théorie est juste, il est parfaitement possible qu'une civilisation établie sur les côtes nord-ouest de l'Antarctique, dans les terres de la Reine Maude, se soit soudainement retrouvée pris au piège des glaces polaires, après avoir subi des cataclysmes dévastateurs. De plus, cela expliquerait parfaitement pourquoi les océanographes n'ont jamais pu déceler les traces sous-marines de l'Atlantide, cette dernière n'étant pas sous les eaux, mais prisonnière des glaces sur le continent antarctique. Tout semble donc coïncider avec les écrits antiques du philosophe grec, la géolocalisation, les dimensions de l'île, la présence de nombreux types de roches, et une destruction violente et brutale. Nous venons peut-être de percer l'un des plus vieux mystères de notre histoire, le légendaire mythe de l'Atlantide perdue. Toutefois, aussi longtemps que les glaciers recouvriront cette partie de la planète, aucune preuve ne pourra être fournie. C'est peut-être en ça que réside le plus grand mystère de l'Atlantide.